Nous sommes ici à Irouléguy et nous sommes près de l'ancienne église Saint-Vincent qui date de presque 1000 ans parce qu'on pense qu'elle a été construite au XIe siècle d'après le portail d'entrée qui est de roman primitif. La première trace de cette église, la première trace écrite, elle date de 1268. Quand le roi de Navarre, Thibaut II, est parti en croisade, il a fallu financer la croisade et toute l'église de Navarre participait au financement. Et comme cette chapelle faisait partie de l'église de Navarre, nous étions encore dans la Navarre à l'époque, donc elle a financé, c'est la première trace écrite, on voit qu'elle a financé pour 14 sols, elle a financé la croisade de Thibaut II. Ensuite, on a très peu de détails. On sait que cette église appartenait forcément à la maison noble d'Irouléguy. Il y avait une salle, comme on dit, une maison noble. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette vieille église, les vignes qui l'entourent et la maison noble d'Irouléguy ont un destin lié. On ne peut jamais parler de l'un sans l'autre. On arrive à la fin du XIVe siècle, début XVe, et on a comme seigneur de la maison noble Garcia de Chaus, qui est le bâtard du vicomte de Baïgoury, que son père a installé ici. Donc Garcia de Chaus possède la maison noble, possède des vignes, il paraît qu'il a un vin fameux, et il possède évidemment cette église. Au XVIe et XVIIe siècle, on a les traces de 2 ou 3 familles qui se succèdent. Donc évidemment, les familles qui se succèdent dans la maison noble possèdent cette église et elles ont le droit de nommer à la cure. C'est elles qui nomment le curé de l'église. Alors nous avons la famille de Villanueva, nous avons la famille Aparayen et surtout la famille Etchenique et Chorouette. Un Juan d'Etchenique qui a épousé une Maria Joaquima de Chorouette, qui possède la maison noble d'Irouléguy et qui possède aussi la maison noble de Chorouette, le quartier un peu plus loin. Donc les familles nobles ont le droit de nommer à la cure et Maria Joaquima de Chorouette a nommé le prêtre qui a été enterré sous cette dalle, le prêtre Guillaume d'Argaraï, 1683, c'est la date de sa mort. Et cette famille d'Etchenique et Chorouette va vendre ses possessions d'Irouléguy et de Chorouette à la fameuse famille des seigneurs d'Urdos, qui possèdent le château d'Urdos à Baïgoury. Et à ce moment-là, la petite chapelle romane qui existait va s'agrandir parce que la famille d'Urdos va décider de faire de cette chapelle sa chapelle funéraire. Ils vont donc agrandir l'église du côté nord, ils vont doubler la surface de l'église, ils vont rehausser le toit et ils vont embellir l'église. On sait qu'il y avait des lustres en cristal, on sait qu'ils ont rajouté un autel pour leur chapelle funéraire. Et ici, vous avez la dalle funéraire d'une des filles de cette famille d'Urdos, la vicomtesse Dominica d'Urdos, qui est morte à 28 ans, la pauvre, elle était veuve. Déjà veuve, elle est morte en 1784. La particularité de cette dalle, c'est qu'elle est gravée en latin. Et elle est vraiment magnifique. Arrive un moment difficile pour cette église, c'est le moment de la Révolution. Le seigneur de la maison noble, qui était Pierre d'Urdos, est emprisonné. Le curé Arispe, qui était curé d'Irouléguy, s'exile parce que s'il ne s'exile pas, c'est le bagne ou la guillotine. Et les vignes, bien sûr, périclitent. Mais l'église devient bien publique. Et à ce moment-là, elle est pillée. Et cette pauvre église voit ce saccage de la Révolution. On nomme un curé constitutionnel qui, lui, a prêté serment à la Révolution. C'est le curé d'Anox. Il n'y a plus de curé à Irouléguy. Le curé d'Anox vient dire la messe ici, attache son cheval à la petite cabane qui est là à côté, mais les fidèles ne sont pas tellement d'accord et ils vont jusqu'à Roncevaux pour se faire administrer les sacrements, parce qu'à Roncevaux, il y a un enfant du village qui s'appelle Ondicola, Jean Ondicola, qui a la permission d'officier là-bas et qui leur donne les sacrements.
La Révolution se termine quand Bonaparte devient de plus en plus important. Alors il va signer le Concordat qui va permettre au curé de revenir. Et l'église d'Irouléguy est toujours attachée à celle d'Anox, mais on va nommer comme premier curé le fameux Jean Ondicola qui était à Roncevaux. En 1849, les habitants d'Irouléguy veulent avoir leur propre curé. Pour cela, ils s'engagent à subvenir aux besoins du curé et ils signent un document. Ils vont s'engager à lui fournir du bois, du froment, de la paille et du vin. Tout se passe bien. Nous avons le curé Martin Grassi qui est nommé à ce moment-là. Puis, à sa mort, le curé Castoren. Et ce curé est important parce que c'est celui qui va recevoir un dé de l'empereur Napoléon III. On se demande pourquoi Napoléon III s'est intéressé à la petite chapelle d'Irouléguy. Il est très possible que ce soit par le biais du marquis de Sala, qui est le petit-fils de cette famille d'Urdos, qui venait plusieurs fois par an dans la maison noble, c'est toujours lui qui avait la maison noble, qui s'occupait des vignes qui entourent l'église et qui était très ami avec le curé. Arrive le XXe siècle et la fameuse loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État, avec en 1906 les fameux inventaires. Ici, ça ne s'est pas tellement bien passé non plus. Le curé a refusé de donner la clé de l'entrée de l'église. Il a fallu faire venir un monsieur, un artisan, un serrurier qui n'arrivait pas à ouvrir la porte. Et on a fait sauter la serrure à coups de burin. Le plus amusant dans l'histoire, c'est que le curé semble avoir ramassé les débris de roche et il les donnait comme relique à ses fidèles. Sans doute en réaction à cette loi de 1905, le curé d'alors, qui s'appelle Pierre Saint, décide de construire une nouvelle église en bas. Donc cette église ici est abandonnée en 1912, mais elle reste quand même l'église officielle, publique, tandis que l'église qui est en bas est privée, elle appartient au curé Saint. Et ça va durer jusqu'en 1983. La vieille église Saint-Vincent va commencer à péricliter. Comme elle est très belle, plusieurs personnes s'intéressent à elle, entre autres l'historien Philippe Vérin, des poètes. On a un poème sur l'église, le cimetière d'Irouléguy, des hommes politiques. Et en 1923, une demande de classement au monument historique est déposée. Curieusement, elle est demandée par le ministre lui-même, qui dit « on me signale l'église d'Irouléguy avec des chênes centenaires, le cimetière, je demande un classement d'urgence ». Pour quelle raison, on ne sait pas, ça n'a pas abouti. L'église devient dangereuse, donc on la ferme. Et en 1944, le clocher tombe sur le toit de l'église, et donc tout s'écroule. Une trentaine d'années après, l'association Laobourou, qui décidait de faire des réhabilitations de cimetières, recensement de vieilles stèles, s'intéresse au cimetière d'Irouléguy et décide de faire d'Irouléguy son premier chantier de réhabilitation. Donc l'équipe de Laobourou est venue en 71-72. Ils ont recherché, recensé, dessiné, photographié toutes les vieilles stèles, toutes les vieilles pierres qui datent des XVIIe, XVIIIe siècles. Ils les ont disposées dans un endroit réservé, au milieu de l'herbe folle, parce que c'est ce qui abîme le moins les stèles. Et c'était vraiment une réussite, ça a été magnifique. Puis le temps a passé et on arrive déjà au XXIe siècle. Au XXIe siècle, il faut de la place pour les caveaux, donc on déplace les stèles. On refait le mur d'enceinte du cimetière et pendant cette réfection, on trouve deux magnifiques stèles discoïdales qui étaient dans le mur et qui, heureusement, ont été protégées. Elles sont pratiquement intactes. Deux magnifiques stèles. Ici, sur cette colline, vous avez à la fois les ruines d'une vieille église chargée d'histoire. Vous avez des vignes qui entourent cette église depuis 700-800 ans. Vous avez un panorama magnifique
Vous avez des vieilles stèles, des vieilles croix, des vieilles dalles funéraires à voir. C'est vraiment un lieu qui mérite d'être connu, mis en valeur et visité. C'est le berceau du vignoble d'Irouléguy, le fleuron du vignoble d'Irouléguy.